Merci d'avoir invité un outsider de cette grosse, énorme, magistrale et centrale aujourd'hui préoccupation qui nous réunit aujourd'hui, les droits de l'homme et la diversité. Mon problème était comment rejoindre ces éminentes personnalités politiques du panel à partir de mon microcosme de psychanalyste, de philosophe et d'écrivain. Et j'ai choisi de choisir l'homme avec majuscule ou l'humain, the human rights, droits de l'homme, pour ouvrir avec vous deux questions à l'intérieur de cette problématique, la question de l'identité et la question du fanatisme. Nous le savons, sous le couvert de la crise politique, nous ressentons tous une crise de civilisation, vous l'avez évoqué, et si je peux la définir, je dirais que nous la ressentons, cette crise de civilisation, comme un abîme qui se creuse depuis au moins 2 siècles entre, d'un côté, les ambitions universalistes de l'humanisme issues de la Renaissance et des Lumières, et de l'autre, la diversité culturelle qui se sent déniée, opprimée, malgré les efforts de protection, de respect, de cohabitation et de vivre ensemble que nous développons. Confrontés à cet abîme, certains prophétisent le suicide de l'Occident, de l'Europe, de la France. D'autres un appel à la soumission. Ce clivage génère désormais un état de guerre. Elle est frontale par ailleurs. Elle est virale en Europe, en France en particulier. Je la ressens avec vous, cette guerre-là, et je ne suis pas optimiste. Je me définirais comme une pessimiste énergique et je me demande, qu'avons-nous à proposer face à ces déçus de la diversité, aux fous de la foi, aux kamikazes, aux human bombs? Quelle potentialité, quelles actions pourrions-nous mobiliser pour faire face à cet état de guerre qui se cache derrière le mot euphémique diversité culturelle face aux droits de l'homme? Un événement s'est produit et nous n'en sommes pas assez conscients ni fiers. Il se produit en Europe et nulle part ailleurs. En déclarant l'universalité des droits de l'homme, nous avons révélé au monde une nouvelle vision de l'homme majuscule ou de l'humain. Mais à force d'insister essentiellement sur cette universalité, nous courons le risque de transformer l'humanisme en un nouvel absolu, à une nouvelle religion, une sorte de théomorphisme qui prétend surplomber les autres systèmes de pensée et de croyances historiquement constitués. Nous avons tendance à oublier que l'humanisme n'est pas un culte, mais une perpétuelle mise en question. Pourquoi ? La philosophie des droits de l'homme s'est bâtie justement sur les humanités, qui ont coupé en effet le fil avec la tradition de la fable grecque, de la révolution juive et chrétienne, mais en développant un questionnement présent déjà dans ses sources, de telle sorte que l'humanisme n'est et ne sera universaliste que si et seulement si il est aussi une permanente mise en question, une inlassable problématisation de ses propres valeurs, des identités, des vérités, les siennes et celles des autres. Jamais un système, mais une refondation permanente, et je le dis souvent devant mes amis humanistes et universalistes. Et j'aime citer cette phrase de Nietzsche, « Nous sommes un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. » Et quel est ce sérieux ? Identité, foi, Dieu, qui culmine toujours ce point d'interrogation dans la recherche scientifique, bien sûr, et tout particulièrement dans la recherche en philosophie et en sciences de l'homme et de la société. Force est de reconnaître qu'il nous manque actuellement le langage nécessaire à cette refondation, à cet ajustement de l'humanisme lui-même. Où le trouver ce langage ? Et là, je vous rejoins. Dans les humanités, il n'y a que les humanités qui sont le laboratoire du nouvel humanisme. Quand elles élucident les conflits qui explosent dans quoi ? Dans la mutation de l'espèce humaine, prise en tenaille entre l'automatisation de l'espèce par l'avancée des sciences et des mœurs aussi,
mais aussi par le fondamentalisme de l'autre côté. Il importe donc non seulement de soutenir et de favoriser les humanités et l'Université de Genève en particulier et entre autres, mais aussi et surtout, il importe que le discours politique et médiatique s'imprègne de ce discours des humanités, afin que le monde globalisé puisse trouver des passerelles entre ces diversités dont nous parlons pour remédier au clivage qui menace les fondations de la civilisation, voire l'humain lui-même. Face à ces symptômes mortifères du fanatisme, en France aussi, nous les avons vus, mais ils se répandent dans le monde et vous avez donné plusieurs exemples. Madame la directrice générale les a évoqués aussi. Il est important de faire donner dans les humanités l'essence à laquelle prétendent les faits religieux, c'est-à-dire de faire un enseignement enfin sérieux des faits religieux, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université et je dirais même l'entreprise. Par qui? Eh bien évidemment par les humanités précisément. Histoire, linguistique, sociologie, théorie de la littérature et des arts, psychologie. Avec elles, il ne s'agira pas de populariser les croyances et les cultes, mais d'en faire des objets de connaissance, d'interprétation, de problématisation. La mythologie grecque, la Bible, l'Évangile, les Corans, ces constituants de l'Homo Europaeus lui-même, mais aussi ils font partie de l'histoire de l'humanisme, ces combats, ces principes, les droits de l'homme qui nous ont appris d'interroger et d'accepter ces différences, ces droits de l'homme ne sont ni naturels, ni évidents, ni immédiatement accessibles. Ce sont aussi autant de diversités culturelles qui s'imposent de mettre au centre de l'attention, de montrer leur histoire, leur récit, leur combat et de les apprendre aux jeunes générations. Sans quoi les identités, les croyances deviennent la possession des populismes et des fanatismes et nous ne pouvons pas les pénétrer. Seulement avec l'histoire des humanités et l'exercice des humanités, nous le pouvons. Donnez-moi encore 2 minutes pour vous dire 2 mots sur le fanatisme. Nous savons, le fanatisme moderne attire beaucoup de jeunes, et en particulier des adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes, qu'ils soient dans les quartiers défavorisés, mais pas seulement, vous l'avez dit. Ces gens-là relèvent d'une fragilité psychologique à ne pas confondre avec un quelconque déficit intellectuel. Ils peuvent être des informaticiens, des historiens, peut-être pas, mais en tout cas des ingénieurs, mais ils partagent une structure qu'on pourrait appeler adolescente et qui ne se limite pas à l'âge, qui peut durer toute la vie. 2 minutes simplement pour vous dire comment je l'entends parce qu'elle nous concerne. Contrairement à l'enfant qui veut savoir, Freud appelait l'enfant un chercheur en laboratoire, l'adolescent est un croyant. Adam et Ève, Dante et Béatrice, Roméo et Juliette croient dur comme fer que le paradis existe, que le partenaire idéal, le métier idéal, le monde idéal sont à portée de main. Nous sommes tous des adolescents quand nous sommes amoureux. La structure adolescente a un besoin absolu d'idéal pour quitter et remplacer papa-maman, pour se construire une autonomie, une néo-réalité, une nouvelle vie. Le besoin de croire est une composante universelle sur laquelle se bâtit le désir du savoir. Quant au besoin de croire, il n'est pas toujours satisfait. Il peut dériver à une maladie d'idéalité qui colmate la dépression et la dévie en destructivité maniaque, qui est le substrat du fanatisme. Personne ne m'aime, je n'aime personne, je n'ai pas de boulot, on ne me valorise pas, on ne me reconnaît pas, je ne suis pas de ce monde, leur monde, il n'y a plus ni moi ni tu, on vous tue, je me tue. Si l'ado déprimé ne peut pas exprimer son malaise et le transformer en vie idéale, il s'achète une surface de croyant où il s'achève dans cette surface croyante qui est souvent négociée aussi par les mafias de la drogue et des armes. On arrive à Human Bomb de cette manière-là. L'humanisme a ciblé les aspects liberticides des croyances,
mesdames et messieurs, et nous n'avons pas fini dans cette dénonciation de ces tendances liberticides. Nous avons sous-estimé le besoin anthropologique de croire et sa dérive en maladie d'idéalité. Le mal radical que sème le djihadisme fanatique en mettant à mort des humains considérés superflus, qu'ils soient d'autres sectes ou chrétiens ou pas croyants, tout cela nous appelle à verser dans l'agenda politique les connaissances que nous avons de la vie psychique et des limites de la pathologie. Je sais que l'UNESCO se consacre avec beaucoup de ferveur et de compétence à l'éducation. Nous le savons et nous les remercions à la présence de Madame la directrice générale. Il nous manque seulement, et je pense que c'est ça la crise dans laquelle nous nous sommes englués, il nous manque à notre globalisation hyperconnectée une véritable formation et une valorisation conséquente aux principaux acteurs de cette tâche qui doit remédier, faire des passerelles entre l'humanisme et la diversité. Ce sont les éducateurs, les enseignants, les professeurs, les auxiliaires de vie, psychologues, managers en ressources humaines et dans l'entreprise. Je ne l'appellerai pas une armée. Je dirais que c'est le corps enseignant et formateur qui est, à mes yeux, comme une ruche. Et j'emploie cette métaphore parce que nous sommes des espèces menacées. Il nous faut un plan Marshall, rappelons-le, un plan UNESCO, pour valoriser et accompagner ce corps enseignant et formateur. Cette ruche d'hommes et de femmes vouée à l'accompagnement personnalisé du mal-être psychosexuel, aux besoins de croire et de désir de savoir, sans lesquels il n'y a pas de diversité culturelle. C'est elle, cette formation et valorisation du corps enseignant, qui est la priorité mondiale, à mes yeux. Et je me permets de la dire à vous, qui sont en priorité ici consacrés à la culture et à l'université, parce que c'est seulement en protégeant cette espèce menacée, à travers la diversité culturelle, que nous rendrons l'humanité elle-même partageable dans sa diversité. Merci et excusez-moi d'avoir été aussi longue. Merci beaucoup, Julia Kristeva.